orateurs à Révolte-toi Jean Monnet. Donc les sujets d'aujourd'hui sont en sous-thème le corps et le pouvoir, avec comme premier sujet le corps est-il un objet de pouvoir, et en deuxième sujet sommes-nous maîtres de notre corps. Donc à la positive on aura l'école des jeunes orateurs et à la négative on aura Révolte-toi Jean Monnet. Donc merci pour l'accueil à Révolte-toi Jean Monnet et merci à l'EJE d'avoir fait le long déplacement jusqu'à Sceaux. Petit rappel des règles rapides avant de commencer pour que tout se passe dans les meilleures conditions, même si bon à ce stade vous les connaissez quand même plus ou moins déjà. Donc d'abord le temps évidemment, vous avez 5 minutes pile pour plaider avec une tolérance de plus ou moins 30 secondes, donc entre 4,30 et 5,30. Au niveau des marqueurs de temps, je démarre le chronomètre dès que vous commencez à parler. À 4 minutes 15 je vais taper pour indiquer qu'il vous reste 15 secondes avant d'entrer dans le temps réglementaire. À 5 minutes pile je vous dirai veuillez conclure et à 5 minutes 30 je vous couperai la parole. Je vous demanderai d'arrêter de parler pour passer ensuite à l'affrontement. Et dans ce cas, deux solutions. C'est soit vous arrêtez immédiatement de parler, c'est 5,30 pile et ce n'est pas un hors-temps, donc pas éliminatoire. Soit vous continuez à parler, je dois vous redire de vous taire et dans ce cas, c'est un hors-temps. Donc comme vous le savez, à l'issue de chaque prestation se déroulera ce qu'on appelle l'affrontement. Donc votre vis-à-vis se lèvera pour vous poser une question à laquelle vous aurez jusqu'à 30 secondes pour répondre. Votre vis-à-vis aura ensuite jusqu'à 30 secondes pour faire une réfutation par rapport à votre réponse ou par rapport à votre plaidoirie ou les deux. Réfutation à laquelle vous aurez de nouveau ensuite 30 secondes pour répondre. Voilà. Comme nous sommes en quart de finale, à partir de maintenant, vous le savez, vous n'avez plus le droit au chronomètre. Donc voilà, normalement vous l'avez travaillé avec vos discours et fiez-vous à mes marqueurs de temps pour savoir si vous êtes dans le temps réglementaire. Et s'il n'y a pas plus de questions, nous allons commencer. Nous allons donc commencer avec le premier duel. Le corps est-il un objet de pouvoir? En commençant par la positive avec Inès. Le corps est une maison de chair et d'eau, traversée dès la naissance par des normes, des regards et des règles. Une maison on apprend très tôt à surveiller, à rétrécir, à réaménager pour qu'elle tienne dans les plans qu'on a finement ciselés. Un corps trop grand, trop mince, trop noir, trop féminin, trop bruyant. Un corps que l'on juge dans les vestiaires, dans les rues et dans les lois. Une maison qu'on explore parfois sans y être invité, qu'on occupe et qu'on refaçonne à son image perpétuellement. Une maison que l'on revendique aussi, que l'on protège, que l'on habite, fièrement, parfois que l'on quitte plus ou moins avec regret. Et c'est peut-être là que commence notre réflexion, au cœur de cette demeure de chair marquée par les empreintes du pouvoir. Le corps, deux mots, c'est ce qui vit, ce qui permet à l'esprit d'accéder au monde sensible, aux autres, aux sens. Structurellement impliqué dans la conscience de soi, je n'ai pas un corps, je suis un corps. C'est la peau qu'on touche, qu'on découvre enfant, les mains qu'on apprend à dompter, le ventre qu'on essaye de faire taire. À la fois intime et exposé, il est ce que nous sommes et ce que les autres voient de nous. Le corps est un objet de pouvoir parce qu'il devient surface d'inscription du monde social. Le pouvoir comme capacité de faire. C'est là que s'impriment les injonctions. Séduis, tais-toi, souris, sois viril, sois productive. Il suffit de voir le corps des femmes, scruté dans les écoles, dans les rues, sur les plateaux télé. Le corps noir, souvent fétichisé, parfois criminalisé. Le corps trans, nié dans son existence même. Le corps gros, moqué, indivisibilisé. Le corps handicapé, ostracisé. Mais vous en conviendrez, être objet, ce n'est pas simplement être chose. C'est être placé au centre d'un rapport, d'une intention et d'une domination. Ce n'est pas le pouvoir qui habite le corps, c'est le pouvoir qui agit sur lui, à travers lui et par lui. Il ne s'agit donc pas de dire que le corps est un objet en soi, mais qu'il peut être traité comme tel, réduit à une fonction, à un usage, à une image. Comme dans ces publicités où les jambes deviennent des vitrines, où les hanches deviennent des slogans, les visages des vitrines. Où le corps s'efface derrière le désir qu'il est censé provoquer, où il se vend avant même d'exister. Et c'est justement cette potentialité d'objectification qui rend le corps vulnérable au pouvoir.
Et qu'est-ce que le pouvoir, sinon la capacité d'agir sur autrui, de modeler l'espace, les normes, les corps, sans même lever la voix? Il est dans ces murmures qui disent que votre fille devrait se couvrir pour éviter les problèmes, que votre fils ne devrait pas pleurer, sinon il ferait passer pour une fillette. Le pouvoir ne s'exerce pas sur le corps, il passe par lui. Il l'habite, le façonne, le surveille. Le pouvoir murmure à l'oreille du corps ce qu'il doit être. Oui, le corps est un objet, parce qu'il devient surface d'inscription du pouvoir, parchemin de domination. Car ce que les autres peuvent faire à mon corps, ils le gravent en moi. Le corps est un objet de pouvoir en retour de ce que les autres peuvent lui faire. Quand on m'apprend à me tenir droite, à sourire poliment, à ne pas prendre trop de place, à servir, à séduire et surtout à me taire. Et le pouvoir passe, non pas par la force, mais par l'habitude, par la répétition. Et c'est justement là que réside le danger. Quand le corps agit pour les autres avant même qu'il ne le demande. Mais dire cela, ce n'est pas dire que le corps est perdu. Car ce que le pouvoir inscrit, il est toujours possible de le désapprendre. Ce n'est pas pour rien que de la manière la plus poétique possible, la peau cicatrise et le corps se relève. Et si le pouvoir peut blesser, le corps, lui, cicatrise. Après avoir raturé sa peau comme on corrige une faute, après s'être réduite, centimètre par centimètre, jusqu'à croire que le vide enfin me rendrait digne. Après avoir noyé mes cris dans le creux de mes joues, tripoté dans mes côtes. Alors je me tiens devant vous, avec mes chairs que j'ai longtemps maltraitées, avec mes os qui ont crié trop fort. Et je dis que mon corps est un objet de pouvoir, car dès lors qu'on pense par lui, qu'on parle avec lui, qu'on agit à travers lui, le corps n'est plus seulement ce qu'on subit. Il devient ce territoire reconquis, ce champ libéré, ce sol où l'on peut enfin planter autre chose que de la peur. Une terre à habiter, à aimer, à faire fleurir. Le corps est un territoire politique. Et parfois, la plus grande victoire, c'est de comprendre que peu importe la force du pouvoir, mon corps a toujours été mien. Madame, le corps des femmes est-il un objet de pouvoir? Le corps des femmes est un objet de pouvoir. Déjà, un objet de pouvoir parce que les autres exercent du pouvoir sur elles, en l'occurrence le patriarcat, mais également elles peuvent user de leur corps en l'utilisant comme pouvoir pour renverser le rapport de force, retourner le stigmate et enfin s'émanciper de ce que les autres font d'elles. Là, je pense que vous confondez le corps des femmes et les femmes elles-mêmes. Quand une personne, un agresseur par exemple, tente de dominer une femme, en fait, il domine la femme et non pas son corps. Donc en fait, son corps n'est pas objet de pouvoir. C'est la femme qui est dominée quand il y a un agresseur, par exemple. Là, vous faites quelque chose qui est, vous séparez le corps et l'esprit. Or, bien que ce soit des choses différentes, ils sont intrinsèquement liés. Donc si un agresseur domine une femme, il domine la femme en tant que telle, son esprit, mais également son corps. Parce que quand on agresse, on touche directement au corps. L'objet de pouvoir le plus important. Merci. Et donc, pour répondre à la négative, nous avons Quentin. Nouveau jour, nouvelles expériences. Je me demandais ce dont était capable un corps. Qu'est-ce que peut faire un corps? Je me le demandais et je souhaitais savoir s'il était objet de pouvoir. Alors, je sors de mon laboratoire pour découvrir la réponse. Je me rends alors là où on collectionne les corps. Dans les cimetières, oui. Le cimetière des corbeaux. Je m'y rendis, j'entre dans le cimetière pour répondre à ma question, je regarde et je commence à déterrer un corps. Pour les besoins de la science, bien évidemment. Je creuse,
Je creuse encore, j'ouvre le cercueil, je sors le corps. Je le pose. Je regarde le corps. Je l'observe et je me demande, est-il un objet de pouvoir? Ben non. Non, le corps est là, il ne fait rien, il est immobile. Il n'y a aucun pouvoir là-dedans. Non. Alors pour en avoir le cœur net, pour être bien sûr de ma thèse, j'ai sorti un couteau. J'ouvre le corps, je prends le cœur, je l'arrache, je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde. Je le palpe. Toujours rien. Aucun pouvoir, aucune puissance. Conclusion de l'expérience, non, le corps n'est pas un objet de pouvoir. Le corps, c'est l'organisme humain. Et l'objet de pouvoir, c'est l'outil de puissance. Et dire que le corps est un objet de pouvoir, c'est admettre que le corps est utilisé pour arriver à une forme de pouvoir. Mais vous savez ce que c'est, un corps? L'essence du corps, c'est le cœur, c'est les reins, c'est la masse grise du cerveau. C'est ça, le corps. Un corps en tant que tel, l'essence du corps, ne sert à rien. Ça fait rien, ça traîne par terre, ça même pas rester debout. Si j'avais juste mon corps, je resterais là et je tomberais. C'est ça, un corps. Un corps, juste un corps, c'est ça. Alors madame, vous avez parlé et vous avez dit, le corps c'est ce qui vit. Non, parce qu'un corps, comme je l'ai dit, juste un corps, ça ne vit pas. Un corps c'est mort, et ça tombe par terre parce que rien ne peut le retenir. Les corps, c'est dans les tombes. Ainsi, le corps en tant que tel, celui inerte, n'est pas un objet de pouvoir. Maintenant, lorsqu'on pense au corps en vie, eh bien il ne l'est pas non plus. La vie, c'est lorsque le corps est combiné avec deux autres choses. La vie, c'est le corps, plus l'âme, plus l'esprit. Et les trois en même temps, c'est ça, la vie. C'est clair et limpide. Parce que lorsqu'il vit avec l'âme et l'esprit, le corps a directement la capacité de faire quelque chose. Il n'est pas objet de quoi que ce soit, de pouvoir, non. Il a la capacité, il est le pouvoir. Par exemple, monsieur, je vois à vos très belles oreilles que vous pouvez bien entendre. Vous avez la capacité d'entendre. Vous le pouvez grâce à vos oreilles. Votre corps a le pouvoir d'entendre. Il peut. Mais votre corps n'est pas objet de pouvoir être capable Non, non. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de... Non, il peut. Vous pouvez entendre. C'est simple. Et ça, vous l'entendez. Madame, vous nous avez dit, le corps est réduit à une fonction. Mais non. Je pense justement que vous avez pris les produits de mon laboratoire, parce que vous hallucinez un petit peu. C'est vous qui réduisez le corps à sa fonction. Le corps, en soi, comme on l'a dit, c'est un corps. Il n'y a rien d'autre. Mais c'est avec l'âme et l'esprit. Et là, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas le corps, mais on réduit la personne dans son ensemble. Mais le corps est une masse au sein de cet ensemble. Donc c'est pas le corps à proprement parler qui est objet de pouvoir. Jamais. Il l'a jamais été. Nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Tout est harmonieux. Alors, je n'ai pas dit que vous étiez physiquement harmonieux, non. J'ai dit que votre corps était à l'équilibre avec votre âme et votre esprit. Aucun ne contrôle l'autre. Mais un petit peu d'humilité. Car vous pensez contrôler tout, avoir le pouvoir sur tout, le pouvoir sur votre corps. Alors vous vivez, certes, mais vous n'avez pas le pouvoir sur la vie. Vas-y Inès pour poser ta question. L'essence du corps ne rime à rien, dites-vous, mais le corps n'est-il pas, à sa définition première en prenant le Larousse,
un ensemble de tissus, cellules et organes permettant la vie humaine, outre l'esprit. Alors, un corps, ensemble de tissus et d'organes, ne peut pas permettre la vie humaine s'il n'y a pas d'âme et d'esprit. Et vous parlez au début du corps mort, mais le corps mort n'exerce pas un pouvoir sur les corps qu'il a laissés en mourant. Alors, je ne suis pas dans la divination, ni dans les sciences occultes, mais quand un corps est mort, il est mort, et c'est un corps. On ne va pas chercher beaucoup plus loin. Merci pour ce premier duel. On va à présent passer au deuxième. Sommes-nous maîtres de notre corps, en commençant par la positive avec Arthur. Il y a, dans la pédophilie, un rapport au corps qui est celui du pouvoir. L'agresseur qui commet l'innommable va briser la plus pure des innocences, celle de l'enfance. Pour autant, les enfants victimes d'abus sexuels sont-ils dépossédés de leur corps? Sont-ils encore les maîtres de celui-ci? Évidemment, ce qu'ils vivent est à mes yeux l'un des pires crimes qui soient. Mais je suis intimement convaincu qu'ils restent maîtres de leur corps. Car qui pourrait regarder cet enfant dans les yeux et lui dire « On t'a volé la seule chose que tu possèdes en naissant » Qui pourrait dire à cet enfant que son agresseur a ôté sa capacité à être maître de son corps? Car avec toute la souffrance qu'il a vécue, qui peut dire « Je l'ai ressenti à ta place » Personne. Car être maître de son corps, ce n'est pas tout contrôler à chaque instant, ni être à l'abri des violences, des blessures ou des pertes. C'est avant tout être celui ou celle qui l'habite, qui le ressent de l'intérieur, qui en est la seule conscience. C'est pouvoir dire « ceci est mon corps ». Et même si l'on tente de m'en priver, on ne pourra jamais l'habiter à ma place. Nous pourrions l'imaginer spatialement. Le corps est une maison. Et j'en suis le maître, tel un maître des lieux. Et peu importe si des cambrioleurs y pénètrent, j'en demeure le seul propriétaire, car seul moi en suis l'habitant. Et quand je dis moi, je parle évidemment de la conscience. Et le corps est indissociable de la conscience. Alors, si le corps est une chair que l'esprit habite et qui l'unit au monde sensible et aux autres, je vous vois déjà vous demander, mais qu'en est-il de la maladie ou du handicap? Nous déposséderait-il de notre corps? Eh bien, il serait dangereux de confondre être diminué et être dépossédé. Ce n'est pas parce qu'un corps ne bouge plus ou qu'il est malade qu'il n'appartient plus à celui qui l'habite. Autrement dit, la conscience demeure à l'intérieur de la maison. Elle en reste la propriétaire, que dis-je, la maîtresse. Nous sommes aussi maîtres de notre corps parce que nous maîtrisons l'intimité de celui-ci. La sexualité en est l'exemple le plus frappant. C'est l'affirmation de la possession de notre propre corps. Le fait de choisir à qui l'on se montre nu, avec qui nous partageons des expériences sexuelles, ou même le plaisir solitaire, en est l'illustration que le corps est à soi. Et pourtant, la sexualité est un point de passage particulièrement dense du pouvoir sur les corps. Alors, si nous sommes maîtres de notre corps, c'est évident. Et s'il vous fallait encore une preuve, écoutez ce que vous a dit Inès. Regardez comment les autres cherchent sans cesse à vouloir s'en emparer. Par la contrainte, par la peur, par la domination. Pourquoi tant d'efforts pour soumettre un corps, sinon parce qu'on sait, au fond, qu'il ne nous appartient pas? On drogue un corps pour qu'il obéisse. On frappe un corps pour qu'il cède. On humilie un corps pour le briser. Mais tous ces actes, ces violences, ces injonctions, ces censures n'ont qu'un objectif, forcer une porte qu'on ne peut pas franchir. Car le corps, c'est une forteresse, et s'il est la cible, c'est parce qu'il est précieux. Et s'il est visé, c'est parce qu'il est propre à quelqu'un. Les systèmes de pouvoir les plus brutaux, ceux qui ont voulu asservir, exploiter, violer, ont toujours commencé par le corps. Pourquoi ? Parce que le corps est le dernier rempart de la liberté. Parce qu'il est le premier territoire de la souveraineté. Et si l'on cherche tant à contrôler nos corps, à nous dire comment nous habiller, comment aimer, comment accoucher, comment allaiter, comment mourir, c'est bien parce que notre corps nous appartient. C'est bien parce qu'il est nôtre que les autres veulent y imposer leur pouvoir. Parce qu'ils ne peuvent pas l'habiter.
Et c'est là que réside toute notre réponse. Le corps est un objet de pouvoir, certes, mais il est notre objet de pouvoir. Nous pouvons nous en servir pour agir sur le monde, pour exister, pour résister. Être maître de son corps, ce n'est pas être invincible. Ce n'est pas échapper à la douleur, à la contrainte ou à la peur. C'est être là, habiter ce corps. Même tremblant, même meurtri, même fatigué. C'est pouvoir dire non ou pouvoir dire oui. Pouvoir dire « je suis là ». On pourra me violenter, me censurer, m'empoisonner, me briser les jambes, me nier dans la loi, mais tant que ma conscience habite ce corps, alors il est à moi. Merci. Merci. Vas-y, Johan, pour poser ta question. La maîtrise du corps est-elle matérielle? Est-ce qu'elle est tangible? Alors, la maîtrise du corps, il y a évidemment une maîtrise qui est physique, et on ne peut pas le nier. Mais la maîtrise du corps, elle passe avant tout par la conscience qui habite le corps. C'est un petit peu la métaphore de la maison. Je suis maître des lieux, et peu importe si certains pénètrent dans mon lieu, ou peu importe si je suis handicapé, par exemple. Mais vous avez dit que, du coup, il y a une dimension physique. Et vous nous avez dit que, pour le handicap, c'était différent. Mais s'il y a une dimension physique, une personne qui est handicapée, elle ne peut pas faire certaines actions. De ce fait, elle n'est pas à 100% maître de son corps. Parce qu'en soit on est maître, soit on ne l'est pas. Eh bien, il faut revenir à la définition d'être maître. Je vous ai dit que c'était habiter le corps. Comme la conscience habite le corps, et je ne pense pas que vous soyez capable de retirer la conscience d'un corps, alors nous sommes tout de même maîtres de notre corps. Nous avons beau être malade, avoir un cancer, avoir Alzheimer, on ne pourra jamais retirer la conscience de notre corps. Ce n'est pas faisable. Et c'est en cela que nous sommes maîtres de celui-ci. Et donc nous passons à présent à la négative avec Johan. J'aime marcher. Marcher sans but. Juste pour admirer le monde qui nous entoure. J'aime tellement marcher que souvent, je me perds. Et je me suis même perdu aujourd'hui. Je me suis retrouvé dans un cimetière. Le cimetière des corbeaux. Alors, quitte à y être, autant en faire le tour. Je marche donc, en entendant les cailloux se fracasser à chacun de mes pas. Je vois au loin un homme grand et blond qui déterre des corps. Pourquoi pas. J'observe les fleurs déposées au pied des tombes. Je sens leur délicieux parfum. J'en pique quelques-unes. Après tout, elles me serviront bien plus à moi qu'à eux. Je lis les épitaphes. Marie Lapère, 72 ans. Mère et grand-mère chérie. Florent Dubois, 64 ans. Parti trop tôt. Nolan Le Guenec, 23 ans, emporté par un cancer. 23 ans? Mais 23 ans pour moi c'est demain. Mais moi je veux pas partir aussitôt. J'interdis formellement à mon corps de s'éteindre aussitôt. Je lui interdis. Mais à ce moment-là précis, la fatalité me frappe. C'est pas toi qui décides. Je, vous, nous ne sommes pas maîtres de notre corps. Le maître, c'est celui qui commande, domine, soit de fait ou de droit. Le corps, c'est l'organisme humain. Nous ne pouvons pas être maîtres de notre corps car le corps n'a pas de maître. Être maître de son corps, ça signifierait qu'on aurait un contrôle absolu sur celui-ci. Mais il n'y a pas de celui qui commande le corps. Le corps, il agit sans qu'on lui demande. Vous décidez de reprendre le sport après une très longue pause. Vous allez dormir et vous passez une bonne nuit de sommeil. Non, c'est sans compter cette crampe au mollet là, qui vient vous réveiller à 4h du matin et vous tire de votre sommeil. Et c'est au maximum de la douleur, implorant qu'elle s'arrête,
que vous comprenez l'impuissance. Car votre corps, lui, n'en a que faire. Vous allez souffrir, un point, c'est tout. Le corps, il n'a qu'un seul objectif, subsister. Si vous arrêtez de l'alimenter, alors il va fabriquer sa propre énergie, à partir de lui-même. Si vous vous blessez, il va guérir à partir de lui-même. Il assure seul ses fonctions vitales sans que vous n'ayez à y penser. La respiration, la digestion, la guérison. Vous pensez naïvement dominer votre corps parce que vous bougez votre bras. Ouf, wow. Mais si votre corps ne peut pas faire bouger votre bras, alors il ne bougera pas. De plus, on ne peut affirmer être maître de quelque chose qu'on ne connaît pas. Notre cerveau, c'est une formidable machine, mais elle est encore pleine de secrets. Et vous avez la prétention de dire que vous le dominez alors qu'on ignore encore énormément de choses de son fonctionnement. La maîtrise du corps, elle n'existe pas. Seule la nature a un impact sur le corps. La nature, elle est absolue. Ses lois s'imposent et le corps n'a d'autre choix que de faire avec. Vous êtes né blond, vous êtes né brune, vous êtes né blanc, vous êtes né noir, vous n'avez pas choisi. C'est comme ça. La nature en a décidé ainsi. Et peu importe les modifications que vous y apporterez, vous ne pouvez pas modifier l'essence de votre corps. Faites-vous une teinture. La vraie couleur de vos cheveux reviendra. Vous voulez vous envoler ? Pas de bol, vous n'avez pas d'aile. Les lois implacables de la nature s'exercent constamment sur le corps. La gravité, elle nous force à garder les pieds sur terre. Le feu, il peut nous consumer. L'eau peut nous noyer. Cette maîtrise, symbole de toute puissance, est factice. Elle nous rassure sur le fait que nous, mortels, avons du pouvoir parce que nous contrôlons notre corps. Parce qu'un corps habité d'une âme et d'un esprit, c'est le pouvoir. Mais il n'en est rien. Nous n'avons pas de pouvoir parce qu'on ne maîtrise pas notre corps. Veuillez conclure. Fermez les yeux et écoutez. Vous l'entendez ? Votre cœur ? Il bat sans cesse et vous maintient en vie. Il va battre aussi longtemps qu'il l'aura décidé. Alors, profitez d'avoir un corps qui fonctionne. Parce que tant qu'il fonctionne, vous êtes en vie. Et la vie est courte, mais surtout précieuse. Vas-y Arthur, tu peux poser ta question. Alors, vous avez dit qu'on ne pouvait pas changer l'essence de notre corps. Mais vous êtes d'accord que certaines personnes mettent en place un parcours de transition pour changer de sexe ? Ça ne change absolument rien. Vous êtes né homme ou vous êtes né femme. Vous pourrez faire toutes les modifications que vous voulez, vous resterez homme ou vous resterez femme, biologiquement parlant. Alors, dans la biologie, il y a aussi l'anatomie. Et n'est-ce pas là l'expression ultime de la maîtrise corporelle que de réécrire son corps selon son identité profonde et selon le genre dans lequel on se sent ? Je vais reprendre l'exemple de vous et votre appartement. Votre appartement, il est X ou il est Y. Si vous pétez un mur porteur, il n'y aura plus d'appartement, en fait. Donc, vous pouvez modifier votre corps autant que vous le voulez. Vous aurez un chromosome X et Y ou un chromosome XX. C'est tout. Nous allons donc passer à présent au dernier duel, donc sur le sous-thème le corps et le pouvoir, en commençant par Charles. Alors, Inès nous a montré que le corps est objet de nombreux jeux de pouvoir, que le corps est plongé dans un bain social dont il ressort trempé d'injonctions. Arthur, quant à lui, a cherché à nous démontrer que c'est parce que nous sommes pleinement maîtres de notre corps que certains cherchent à le soumettre, sans succès. Mais de ces deux opinions en découle une troisième. Si le corps est objet de pouvoir et que nous en sommes le maître, alors pourquoi ne pas utiliser cette capacité pour permettre au corps de devenir un vecteur de pouvoir ?
je vais revenir sur les bases du sujet. La définition du corps que vous nous avez donnée. Pour vous, le corps, c'est un corps qui vit, une âme, un esprit. Et nous sommes dans un concours d'éloquence, un peu sérieux, un peu de rigueur. Je vais venir à présent vous présenter une définition un peu plus scientifique. Le corps, c'est la partie charnelle, un moyen de locomotion de l'esprit qui relie cet esprit au monde et aux autres. C'est en cela que votre définition même du corps est fausse. De plus, je poursuivrai en rectifiant une imprécision. Vous avez dit, monsieur, lors de votre première question, que une femme et son corps n'étaient pas la même chose. Vous distinguez tant que ça le corps et l'esprit, qui sont deux facettes extrêmement liées, inextricablement liées. Prenons l'exemple de l'hypnose. Dans cette profession, le corps peut être soigné grâce à l'intervention de l'esprit. De plus, soyons un peu plus scientifiques, les hormones. Les hormones modifient notre comportement chimiquement par rapport à notre corps. Je vais continuer en qualifiant le fait que le corps est l'objet de pouvoir. Inès nous a montré que par la socialisation, par la force de travail, les ouvriers, les esclaves, le corps était un objet de pouvoir. Et vous avez démontré que... Vous n'avez rien démontré. Vous avez juste dit que, oui, un corps mort, ce n'est pas un objet de pouvoir. Mais ce n'est pas dans le sujet. Le sujet est au présent. Le sujet stipule, le corps est-il un objet de pouvoir? Et lorsque le corps est mort, il n'est plus. Je poursuivrai avec la définition de maître. Pour vous, un maître domine et commande. Mais pour nous, un maître, c'est quelqu'un qui fait. Et ça se distingue du pouvoir, qui fait faire. Ainsi, le maître habite le corps. Il le connaît, de par son intimité, car il est le seul rempart entre le corps et les jeux de pouvoir qui s'exercent sur lui. De plus, je poursuivrai en pointant une incohérence dans votre discours. Si nous ne sommes pas maîtres de notre corps, alors, qui l'est-il? Qui est maître de notre corps à notre place? Les autres? L'État? Les injonctions? Alors le corps devient objet de pouvoir et, par votre thèse, vous défendez celle d'Inès. L'entendez-vous? Le bruit de ces bottes qui frappent le sol. Ils sont des centaines, des milliers, à jouer violemment de ce tambour assourdissant. Ces corps uniformisés claquent ensemble les pavés de Boutcha. Les Russes battent la boue de leurs talons sanglants, et ainsi, les corps ont encore servi à servir les hommes et les femmes. La coercition a encore eu lieu. La violence des corps, du corps armé a mutilé, violé et tué les corps ukrainiens. À leur tête, un homme se servant de son corps comme un vecteur de légitimité charismatique, un homme présenté comme grand, fort. Il paraît même qu'il chevauche des ours. Dès lors, dans cette guerre, le fait que les corps ukrainiens soient objets de pouvoir, par la perspective d'annihilation de la culture ukrainienne, ne signifie pas qu'ils n'en sont plus maîtres, car ils continueront de la revendiquer, cette culture. Vas-y Sidonie pour ta question. Bien. Si nous sommes maîtres de notre corps, comment expliquez-vous que notre corps
serait l'objet de pouvoir d'un autre maître? Nous sommes le maître de notre corps, nous l'habitons, et c'est en cela que nous sommes le maître souverain de celui-ci. Et vous confondez un maître qui fait quelque chose et quelqu'un qui exerce du pouvoir qui fait faire. Il y a une relation qui est indirecte d'une part et directe de l'autre, et c'est ça que je défends. Vous le dites vous-même, nous sommes maîtres souverains de notre corps. Mais maître souverain, cela signifie pas contrôler dans son entièreté? Or, votre collègue a défini le maître comme juste un habitant dans une maison. Alors, je suis l'habitant de ma maison. Non, j'en suis le propriétaire. Je suis le propriétaire de ma maison et c'est en cela que je peux la défendre. Je peux me faire agresser, c'est vrai. On peut imputer ma maison, mais je n'en reste pas moins le propriétaire et l'habitant. Merci. Et donc pour finir, nous avons Sidonie. Habituellement, le saugrenu, ça me connaît. En tant que commandante de police, des enquêtes bizarres, j'en ai vu passer. Alors je pensais que rien ne pouvait me surprendre. Mais ça, c'était avant. Avant qu'on m'appelle pour me dire qu'un savant fou déterrait des corps au cimetière des Corbeaux, accompagné d'un individu qui hurlait à qui veut l'entendre qu'il ne voulait pas mourir. Ambiance plus que macabre. Alors, comme toute bonne enquête, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les jurés, procédons s'il vous plaît à une analyse des faits. Nous avons ici un homme, le sujet 1. Cet homme a déterré un cadavre car il est obnubilé, obsédé par une seule quête, savoir si le corps est un objet de pouvoir. Pour le sujet 2, l'obsession, c'est la vie. Il ne veut surtout pas mourir et ce désir d'immortalité le pousse à penser qu'il serait maître de son corps. Drôle d'enquête, me direz-vous. Alors, examinons de plus près ces notions. D'un côté, il y a le corps, cet organisme humain pris dans sa fonction première. Et de l'autre, le pouvoir, qui est la puissance, l'autorité, le fait de commander. Le corps et le pouvoir ne sont pas liés. On a cherché à associer un concept créé de toutes pièces par l'homme à un amas de chair et de sang. Et pourquoi ? Eh bien parce que l'homme, comme nos contradicteurs, désire tout contrôler. Ils veulent à tout prix étendre leur domination sur quelque chose. Vous achetez un chien, vous devenez son maître. Vous êtes à la tête d'une nation, vous en devenez son dirigeant. Vous n'êtes pas limité dans votre pouvoir, vous vous transformez en dictateur du savoir. Seulement voilà, un souffle et le château de cartes s'écroule. Car le corps ne peut pas être dominé. On nous parle de patriarcat, comme illustration du corps tel qu'objet de pouvoir. Mais madame, si le corps était objet de pouvoir, cela voudrait dire que les hommes maîtriseraient mon corps dans son entièreté. Or, à ce que je sache, un homme ne peut pas contrôler mon cerveau. Un homme ne peut pas décider de mes connexions neurologiques. Un homme ne peut pas décider du sang qui circule dans mon corps. En réalité, vous confondez l'influence et le pouvoir. Oui, nous sommes influencés par le monde extérieur, mais le monde extérieur n'a pas de pouvoir direct sur notre corps. Mais alors, si le corps ne peut pas être dominé, comment peut-il donc être cet objet de pouvoir ? C'est absurde. Et oui, on l'a dit, et vous semblez ne pas l'avoir compris, le corps fait partie d'un tout. Il existe grâce à l'âme et grâce à l'esprit. Vous enlevez une pièce,
et il n'y a plus de sens. Même au sein de l'individu, il n'y a pas de maître. Aucun des éléments ne peut maîtriser l'autre. Donc, le corps seul devient un incapable. Et les incapables, personne n'en veut. Vous avez la prétention d'utiliser ce corps insuffisant. Mais je vous en prie, trouvez une autre quête. Celle-ci est vaine. Et puis non, le maître n'est pas l'habitant ou le propriétaire ou le possesseur, on n'a pas très bien compris, de la maison de son corps. Non, le maître, c'est celui qui contrôle et domine via le pouvoir. Or, le corps seul n'a ni maître ni pouvoir. Et puis on a assisté quand même à une sacralisation de la mauvaise foi. L'enfant victime de pédophilie serait maître de son corps. Mais monsieur, c'est terrifiant ce que vous insinuez. S'il était réellement maître de son corps, il pourrait se déposséder de cette soumission. Vous, en tant que propriétaire d'une maison, vous ne voulez pas que votre maison soit vandalisée. Vous allez la contrôler dans son entièreté afin qu'elle ne soit pas vandalisée. Et puis, en considérant que l'on pourrait dominer le corps, le contrôler et l'utiliser à diverses fins, vous tentez de nous tromper. Et grâce au doux son du pipeau, de nous faire admettre à demi-mot qu'il serait convenable de maîtriser un corps. Vous vous illustrez comme le perturbateur de l'équilibre de la vie. Vous prônez l'anarchie des corps, la dictature de la domination, la confusion des droits de l'homme. Affaire classée, le coupable est démasqué, la domination veut nous tuer. Mes chers jurés, la vie ne vaut rien et rien ne vaut la vie. Alors, acceptez que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Donc, vas-y Charles pour ta question. Donc, vous êtes en train de dire qu'une personne qui est violée est dépossédée de... Attendez, je vais reformuler. Vous avez une question? Oui. Vous reconnaissez que l'IVG permet à une femme de disposer librement de son corps? C'est une question? Oui. Vous avez une question en interrogatif. Reconnaissez-vous que l'IVG permet à une femme de disposer librement de son corps? L'IVG permet à une femme d'avorter. C'est la définition de l'IVG. Alors si Interruption volontaire de grossesse, juste pour que vous sachiez. Alors si ce droit étant combattu par certains, n'est-ce pas justement parce qu'il incarne une forme radicale de maîtrise sur son propre corps? Alors là, je ne comprends pas ce que vous insinuez. La maîtrise du corps, ça serait du coup le fait de ne pas avorter ou le fait d'avorter? C'est pas très clair. En réalité, effectivement, c'est un droit que l'on défend, mais ce droit n'a foncièrement rien à voir avec le fait que le corps soit maîtrisé ou non. Le corps peut être maîtrisé en partie, mais en réalité, il n'est rien. Parce que lorsque vous maîtrisez, vous contrôlez l'entièreté. Donc, il n'est pas maîtrisé, il est modifié. Merci. Merci aux orateurs pour ce débat. Nous allons à présent délibérer. Je sais pas si on reste ici aussi. Donc, merci à vous pour ce choc. Donc, comme on n'a pas énormément de temps, parce qu'on doit aussi partir pour un autre choc juste après, donc remballer les affaires puis les redéballer là-bas, on va faire très rapidement, pareil sur le coup, on n'a pas trop le temps de faire le retour malheureusement sur place. Globalement, on a quand même pas mal apprécié ce débat. Les équipes étaient de très bonne qualité, notamment nous avons aimé sur la forme les orateurs, tous majoritairement des belles plumes, des beaux textes, des plaidoiries qui étaient toutes très agréables à écouter. Et aussi d'un point de vue plus du fond et des équipes en elles-mêmes, les deux équipes ont montré une très bonne cohérence globale, entre un très bon fil rouge entre les orateurs. On voit que vous avez bien bossé ensemble, que vous avez compris l'exercice du plaidoyer et que maintenant vous vous appropriez le fait de travailler en équipe sur ces sujets-là. Peut-être chose qui était un peu dommage, défaut de ce débat, ce serait limite les affrontements qui... sans dire qu'ils étaient mauvais, hein, ils étaient pas mauvais du tout, mais pour un niveau de quart de finale, peut-être qu'on s'attendait à quelque chose d'un peu mieux. Des questions qui parfois on les trouvait pas spécialement pertinentes, ou alors des fois où des réponses étaient très expédiées. À un niveau de quart de finale, et donc pour une équipe, future équipe demi-finale, on s'attend à quelque chose à plus de constance en termes de qualité d'affrontement et
et donc et dans les questions comme pour les réponses. Sinon, avant que je laisse les autres me compléter, on a bien aimé le fait que vous ayez bien saisi la complexité des sujets, que vous l'ayez très bien développé. Vous avez eu des réflexions qui étaient très complexes, mais également très accessibles. C'est-à-dire que pareil, on voit que vous avez travaillé, que vous avez saisi toute l'ampleur des questions et du sous-thème, mais que vous avez quand même réussi à nous vulgariser sans nous perdre dans vos discours. Surtout, ça peut être le risque quand on explique quelque chose de compliqué, et en plus de ça, avec une belle plume, ça peut juste perdre les gens. Là, pour le coup, vous avez réussi à toujours nous garder dans le débat sans qu'on arrive, sans qu'on se dise on ne comprend plus rien. Donc c'était vraiment très bien. Ensuite, vous verrez, il y a une équipe plus que l'autre qui a plus développé les tenants aboutissants philosophiques et sociétaux du sujet global. Mais du coup, avant d'annoncer le résultat, je vais laisser Marion puis Arthur sur mon téléphone me compléter. C'est ça, merci à tous pour ce match. C'était un très beau match avec deux équipes qui sont très fortes et qui ont bien mérité leur place en quart de finale. On tenait à rappeler par contre, c'est important, vous êtes en quart de finale, l'équipe qui passera sera en demi-finale, de faire attention à tout ce qui pourrait être des propos limites. Vos propos doivent être respectueux, ils ne doivent pas être discriminatoires, et là-dessus on a eu de temps en temps des propos qui nous ont fait un petit peu grincer des dents, donc on aimerait que ce soit nickel de ce côté-là. Faut que ce soit respectueux de tout le monde et de tous, donc faites attention à ça pour la prochaine fois, s'il vous plaît, merci. Donc Arthur, si il lui ressemble pas, mais c'est Arthur. Bon, bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà, comme on dit souvent, on garde le meilleur pour la fin. Je tenais à vous féliciter déjà les deux équipes pour avoir atteint les quarts de finale du championnat de plaidoyer. Je tenais aussi à vous féliciter sur les axes de réflexion que vous avez choisis pour répondre au sujet. C'était hyper original, ça m'a beaucoup plu et ça permet de comprendre la problématique du corps et du pouvoir sous un angle de vue que j'aurais pas pu imaginer. Donc je voulais vous féliciter aussi sur la prise de parole, sur la forme et sur le fond. N'hésitez pas aussi à vous entraîner à l'improvisation, ce qui pourra vous aider si jamais vous avez des trous dans vos notes durant vos discours, de pouvoir ne pas le montrer à l'auditoire et de vous sentir à l'aise et de pouvoir déclamer vos idées, même si ce ne sont pas celles exactement écrites sur vos bouts de papier. Ce sera mes derniers mots. J'espère que vous avez pris du plaisir à prendre la parole aujourd'hui et je vais laisser les concernés énoncer le résultat de ce choc. On fait tu commences par les duels, je fais... On va commencer par les meilleurs orateurs. Du coup, pour le prix du meilleur orateur lors d'un affrontement, nous avons décidé de l'attribuer à Inès. Le meilleur orateur concernant le duel en général est attribué à Sidonie. Pour le point de la cohérence d'équipe, nous avons décidé de l'attribuer à Jean Monnet. Et donc sur les derniers points, ceux des duels, le premier duel ayant été remporté par Inès, le deuxième par Arthur et le dernier par Sidonie. Nous avons donc 2 points pour le JO qui remporte ce débat 3-2 et donc se qualifie pour les demi-finales. Quelle heure est-il 16 h. En tout cas, on tient à dire que c'était un très beau débat qui était très très équilibré. Ça a été quand même assez dur de choisir. Aucune des équipes n'a démérité. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour la demi-finale et pour vous, Jean Monnet, l'année prochaine plus fort. Encore plus fort que l'année encore précédente. Donc voilà pour les retours. On n'aura pas trop le temps parce que là, il faut qu'on parte, j'imagine. Mais moi, je peux faire des retours. Par contre, moi, je peux rester là et faire des retours aux deux équipes sans souci. Puisque je ne suis pas au niveau du choc d'après, donc moi je peux rester si vous avez des questions pour pouvoir, avec mes notes, vous expliquer le pourquoi du comment des résultats sans souci.